Ça y est. Donc, bon, alors j'ai un écho dans mon casque. Donc, ah, c'est mieux, oui, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit topo sur les digestats, l'état des connaissances que nous avons actuellement sur ces digestats, en faisant un focus sur le retour au sol de ces digestats. Donc, c'est une présentation que j'ai préparée avec mon collègue Florent Levavasseur. Nous sommes tous les deux chercheurs dans l'UMR Eco6 à Grignon de l'INRA. Alors d'abord, il y a une petite présentation du Centre technique national du biogaz et de la méthanisation. Alice, je te laisse présenter. Alors, je crois qu'elle n'a pas de micro. Je vais le faire pour elle. Donc, le CTBM, c'est une structure qui a été créée au sein du club biogaz fin 2019. Et en fait, son rôle, c'est de créer un réseau de laboratoires, de diffuser de l'information scientifique et notamment tout l'état des connaissances qui viennent de sortir en méthanisation. Et le CTBM a notamment créé un site internet qui s'appelle infometa.org avec, si je me souviens bien, la participation de l'AFGR et Solagro. Le CTBM organise également les journées recherche innovation. Donc cette année, elles ont eu lieu à Toulouse, qui réunissaient agriculteurs, scientifiques, monde académique et industriel pour parler innovation. Puis ensuite, donc ce que je vous disais, c'est que voilà, ce CTBM fait partie de la TDE récemment, et là vous avez la carte du réseau de laboratoires avec lequel ils travaillent en partenariat. Et donc, c'est le CTBM aussi qui organise le webinaire d'aujourd'hui, dans une optique de diffusion de l'information scientifique sur la méthanisation. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, alors, méthanisation et digestat, donc une diapo d'introduction, mais je pense que tout le monde, vous connaissez tous par cœur ce qui est sur cette diapositive. Donc, la méthanisation s'est fortement développée dans le cadre du développement des énergies renouvelables. Donc, la méthanisation, son premier objectif était de produire du biogaz. Le biogaz étant un mélange de méthane et de dioxyde de carbone, associé à une activité, une dégradation en voie anaérobie de résidus organiques, donc par des micro-organismes. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la méthanisation, c'est non seulement de la production de biogaz, mais c'est aussi la production d'un digestat, qui est donc issu de l'évolution de ces matières organiques mises en dégradation au cours de la méthanisation. Ce digestat a des intérêts agronomiques pour fertiliser les sols, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ces digestats, il y a peut-être un biogaz qui est produit, plus ou moins propre, mais il y a en tout cas beaucoup de digestats, différents types de digestats qui sont produits. Et ces digestats, les caractéristiques de ces digestats vont donc dépendre des substrats entrant en méthanisation et du procédé qui est utilisé pour la méthanisation. Et bien sûr, cette diversité de digestats va avoir pour conséquence que les effets au champ, après épandage, vont être variables et vont être conditionnés par les caractéristiques des digestats, mais aussi par les pratiques d'apport et les moments où on apporte ces digestats au champ. Et puis ensuite, donc, il y a aussi d'autres caractéristiques comme d'autres événements comme le stockage des digestats qui vont modifier ces effets, les caractéristiques des digestats et donc les effets que l'on va pouvoir observer après apport. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de la méthanisation? Donc ça, c'est un petit schéma qui va résumer ce qui se passe pour la matière organique, donc plutôt le côté carbone, matière organique, et puis l'azote au cours de cette méthanisation. Donc, au cours de la méthanisation, donc, on a une dégradation de la matière organique, ce qui fait qu'on a une diminution de cette matière organique. Cette dégradation de la matière organique s'accompagne de la production de biogaz, puisque c'est bien le premier but recherché, de produire de ce biogaz. Et vous voyez que cette matière organique, le mélange des intrants qui utilisés en méthanisation n'est pas constitué d'une matière organique homogène, mais on peut considérer qu'il y a différents compartiments de cette matière organique
qui sont plus ou moins biodégradables. Et vous voyez que c'est à partir de cette matière organique biodégradable que c'est la dégradation de cette matière organique biodégradable qui va conduire à la production de biogaz. Et il y a une matière organique qui est peu ou pas biodégradable pendant la méthanisation qui va rester, dont la quantité va rester constante à l'issue de la méthanisation. Donc le digestat, il est figuré ici. Donc il est constitué d'une matière organique qui va être assez récalcitrante. On va parler de stabilisation de la matière organique. Et puis une fraction résiduelle de cette matière organique biodégradable et du biogaz. Parallèlement à ça, qu'est-ce qui se passe au sein de l'azote? Donc on a le mélange d'intrants est constitué d'azote sous deux formes principales, de l'azote organique et de l'azote minéral. Azote minéral qui est surtout sous forme ammoniacale. Donc j'aurais pu écrire NH4 ici, là j'ai oublié de le marquer. Donc au cours de cette méthanisation, comme pour la matière organique qui se dégrade, l'azote organique va se minéraliser pour donner de l'azote minéral. Et donc, il y a au cours de la méthanisation une augmentation de l'azote minéral dans le mélange, dans le digesteur, dans le méthaniseur. Donc, à l'issue de la méthanisation, il y a conservation de la quantité totale d'azote, mais vous voyez que c'est l'azote minéral qui va être dominant dans le mélange sortant, donc dans le digestat sortant. Et puis, donc là, je vous ai présenté que la matière organique et l'azote, mais il y a aussi d'autres éléments entrant en méthanisation, comme du phosphore ou du potassium ou d'autres éléments. Et, ce procédé est conservatif. Comme il est conservatif pour l'azote, il est aussi conservatif pour les autres éléments, comme le phosphore et le potassium. Donc, de quoi je vais vous parler ce matin? Je vais vous parler de cette variabilité des digestats. On va voir qu'elle est vraiment très, très importante. Ensuite, on va parler de valeurs fertilisantes azotées et d'un impact environnemental qui est directement associé à cette valeur fertilisante azotée et qu'il faut absolument maîtriser. C'est donc le problème de la volatilisation ammoniacale. Ensuite, on parlera de valeurs amendantes à long terme. Donc, derrière valeur amendante, on va parler de matière organique. Ensuite, on abordera assez rapidement les autres effets des digestats et puis on terminera par une conclusion. Alors, si on va un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui se passe après retour au sol de ces digestats? Donc, vous voyez qu'il y a une première chose à retenir, c'est qu'on va apporter des nutriments. Quand on pense aux digestats, on pense plutôt à des fertilisants. Donc, le premier objectif, c'est d'apporter des nutriments, donc de l'azote, du phosphore, du potassium. Et on va voir que cet effet fertilisant, il est plutôt, on va dire, à court terme. Donc, il va intéresser la culture qui est semée ou qui reçoit le digestat. Donc, c'est vraiment dans l'année de l'apport, on va avoir cet effet fertilisant assez important. Les digestats vont aussi apporter de la matière organique. Et donc là, on va chercher à utiliser cette matière organique pour contribuer à alimenter le stock de matière organique dans les sols. Et ça, c'est la définition de ce qu'on appelle un effet amendant. Mais cet entretien de la matière organique des sols va avoir une dynamique qui est beaucoup plus lente et qui va se dérouler à beaucoup plus long terme. Donc, on peut parler d'une dichotomie court terme effet fertilisant, long terme effet amendant. Et puis cet effet amendant d'augmentation de la matière organique a des conséquences sur une augmentation de la fertilité du sol, fertilité chimique avec une augmentation à long terme de la fourniture en azote, amélioration de la fertilité physique et biologique du sol et le stockage de carbone peut être aussi évoqué comme un moyen d'atténuer le changement climatique. On va aussi parler d'impacts environnementaux liés à la volatilisation ammoniacale qui a une conséquence sur la pollution de l'air. Donc moi, je vais vous parler surtout de ça, mais il y a aussi d'autres éléments importants à considérer, la contamination du sol, comme la compaction du sol, donc les effets sur la physique du sol, et puis d'autres effets liés à la mauvaise gestion des quantités d'azote apportées avec les problèmes de lixiviation de nitrates, des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent avoir lieu après apport de digestat également. Et puis, quelque chose de très important que je ne vais pas du tout aborder ici, mais qui est très important, c'est le changement des systèmes de culture qui peuvent être occasionnés par l'implantation d'un méthaniseur sur une exploitation agricole.
Alors, premier grand point de mon discours ce matin, c'est la variabilité de la qualité des digestats. Et cette variabilité des digestats, c'est lié à la variabilité de process. Vous savez qu'il y a des procédés par voie humide, par voie sèche, des procédés continus, des procédés discontinus. Il peut y avoir aussi des post-traitements. On va parler de la séparation de phase qui va être plus ou moins poussée, donc qui va générer des digestats liquides et solides qui auront des caractéristiques conditionnées par le mode de séparation de phase. Et puis cette variabilité va être aussi dépendante des intrants dans les méthaniseurs. Et on va voir que si en fonction des intrants qui peuvent être des effluents d'élevage, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des déchets agro-industriels, des bouts de stations d'épuration, des biodéchets des ménages, etc., on va avoir une grande diversité des digestats. Alors, une première présentation de cette variabilité des digestats. Donc ça, c'est un tableau qui résume en fonction des types d'intrants, qui sont donc dans les différentes lignes, on a les différents types d'intrants, des grandes familles d'intrants. Vous voyez qu'il y a les grandes caractéristiques de ces digestats qui sont représentées verticalement. Vous voyez aussi qu'en fonction des intrants, on peut avoir, en fonction des intrants et du procédé, vous voyez que les 3 premières lignes concernent les procédés par voie humide, les 3 dernières lignes, les procédés par voie sèche. Et vous voyez que les chiffres sont variables en fonction à la fois des intrants et des procédés. Et dans ces chiffres, plus les chiffres sont foncés, plus les éléments sont élevés. Donc, par exemple, si je regarde le C sur N organique des digestats produits, vous voyez que ces C sur N ils vont être plus élevés, avoir tendance à être plus élevés pour des procédés en voie sèche et des procédés, des méthanisations utilisant comme intrants des matières fibreuses comme des fumiers, des déchets verts. Autre exemple qu'on peut prendre, l'azote rapidement disponible dans les digestats, vous voyez que là, cette proportion d'azote ammoniacal dans l'azote total sera beaucoup plus importante, ici en bleu très foncé, s'il rentre dans la ration du méthaniseur des effluents d'élevage comme des lisiers de porc. Qu'est-ce que je peux prendre encore comme exemple? Le phosphore. Vous voyez que là, cette fois-ci, le bleu foncé pour le phosphore va apparaître quand le mélange des intrants, le mélange intrant, va contenir des bouts de station d'épuration. Donc là, on aura des teneurs en phosphore beaucoup plus importantes. Pour le potassium, vous voyez qu'on a 2 familles contenant beaucoup plus de potassium quand on va avoir dans les mélanges intrants des fumiers ou des déchets alimentaires et des biodéchets. Donc ce tableau est issu d'un travail qui a été réalisé par Felipe Guillen et publié en 2019. Donc vous pouvez avoir accès aux détails de ce travail dans une publication. Donc vous aurez la référence à la fin de l'exposé. Alors ça, c'était donc l'effet des intrants qui vont conditionner les caractéristiques des digestats. Un autre élément important, c'est la séparation de phase. Et vous savez que la plupart des digestats, des voies de méthanisation, la plupart des procédés de méthanisation se font en voie humide. Et donc, à l'issue de ce procédé, on va avoir séparation de phase d'une phase liquide ici et d'une phase solide. Et ça, c'est en théorie, les différents éléments vont se retrouver plutôt présents dans la phase liquide. Là, vous voyez le pourcentage de distribution de ces éléments dans la phase liquide et dans la phase solide. Ainsi, l'azote ammoniacal va se retrouver surtout dans la phase liquide, le potassium sera aussi surtout dans la phase liquide, et le volume d'un digestat liquide est surtout dans la phase liquide. À l'inverse, vous voyez que l'azote organique, le phosphore ou la matière organique fibreuse devrait se retrouver plutôt dans la phase solide. Maintenant, qu'en est-il quand on regarde ce qui se passe à l'issue des séparations de phase? Donc là, le schéma que je vous présente, je l'ai retravaillé encore à partir de ce travail de Felipe Guillen publié en 2019. Et Felipe a comparé, a collecté beaucoup d'informations d'informations analytiques sur des digestats dont la séparation s'était faite avec une presse à vis ou par centrifugation. Et la première différence de résultat de ces séparations de phase par presse à vis ou par centrifugation, vous voyez que quand à l'issue d'une presse à vis,
on a la majorité des digestats qui est du poids frais du digestat qui est dans la phase liquide, avec seulement 10% dans la phase solide. Par contre, quand on travaille avec une centrifugation, vous voyez que la masse de la phase liquide représente 71% et la masse de la phase solide, 29%. Après, quand on regarde où se distribuent les éléments du digestat brut, donc là, il y a la matière sèche, la matière organique, l'azote minéral, l'azote organique et le phosphore. Donc, c'est 5 exemples. Et on retrouve en figuré plan ce qui se passe quand le séparateur est une presse à vis et en hachuré quand le séparateur est une centrifugation. Et on a toujours en orange ce qui reste dans la phase solide et en bleu ce qui est dans la phase liquide. Donc, vous voyez, par exemple, pour ce qui est de la matière sèche, quand on a un séparateur par presse à vis, la matière sèche, elle reste en fait très fortement dans la phase liquide, alors que quand le séparateur est par centrifugation, la matière sèche, elle se retrouve bien essentiellement dans la phase solide ici. Donc, vous voyez, ça veut dire que globalement, la séparation de phase se fait beaucoup mieux quand on a une centrifugation plutôt que quand on a une presse à vis. Donc, la centrifugation est plus efficace pour vraiment séparer ce qui est solide, figuré, de ce qui est liquide et qui reste en solution. Et donc, même chose pour la matière organique. Donc, vous voyez que quand on a une séparation par voie presse à vis, la matière organique va être surtout pas rester dans la phase liquide, alors qu'elle va passer dans la phase solide quand on a une séparation par centrifugation. Pour l'azote organique, même chose. On va avoir l'azote organique dans la phase liquide, va rester dans la phase liquide quand on est en presse à vis, elle va passer dans la phase solide quand on est en centrifugation, et même phosphore, même chose, le phosphore reste dans la phase liquide quand on est en presse à vis, et elle passe dans la phase solide quand on est en centrifugation. Donc, avoir à l'esprit cette importance du mode de séparation de phase. Donc voilà, donc on a vu qu'on pouvait avoir des caractéristiques de digestat très différentes. Donc la première chose à avoir à l'esprit, c'est qu'il est important de faire des analyses, d'avoir des bulletins d'analyse disponibles pour caractériser ces digestats. Maintenant, si on s'intéresse à la valeur fertilisante azotée de ces digestats, et en particulier la valeur fertilisante azotée à court terme, donc si on veut gérer la fertilisation d'une culture avec nos digestats, donc, on sait que cette valeur fertilisante azotée, sa définition, elle est donnée ici dans le premier point de cette diapo. Donc, cette valeur fertilisante azotée, donc à court terme d'un digestat, mais comme de tout autre produit résiduaire organique, elle va correspondre à l'azote minéral présent dans le digestat ou dans tout type de matière organique et à la minéralisation de l'azote organique présent dans la phase, dans ce produit résiduaire organique. Donc, la première chose à savoir, c'est qui va conditionner cette valeur fertilisante azotée. La première chose, c'est la teneur totale en azote des produits qu'on apporte. Et puis ensuite, c'est la proportion, la quantité d'azote sous forme minérale dans les produits. Et donc ici, vous avez un schéma qui résume les caractéristiques de différents types de matières organiques et qui compare ici le dernier, là, c'est un type de digestat issus de déjection animale. Et vous voyez que dans l'ensemble de ces différents produits, on a l'azote total c'est la hauteur de l'histogramme complet. Les données sont en kilos d'azote par tonne de matière brute. Donc, vous voyez que les digestats, c'est bien parmi les produits qui sont les plus riches en azote. Et ensuite, vous voyez que les deux couleurs, azote organique et azote minéral ammoniacal, c'est vert clair et vert foncé. Donc, vert foncé, l'azote organique, vert clair, l'azote ammoniacal. Et vous voyez que les digestats sont des produits qui vont être non seulement riches en azote total, mais aussi très riches en azote ammoniacal. Donc, il y a intrinsèquement une valeur fertilisante azotée qui va être très, très importante. Alors, mais toujours important d'avoir à l'esprit que cette teneur en azote ammoniacal et teneur en azote total va être fortement variable entre les types de digestats. Comment je fais pour... voilà. Et donc, c'est important de bien connaître les digestats que l'on produit dans le méthaniseur.
Vous m'entendez toujours là? Parce que j'ai Oui. perdu le... Alors, Oui, je c'est bon? crois que D'accord. Thierry Dereux a pris la main et est en train de projeter son écran. Thierry, si vous nous entendez. Bah, moi, j'ai toujours la main là pour projeter. Bah non, moi Non, mais je suis en train de voir la boîte mail de Thierry Dereux. oui, Ah, d'accord. excusez-moi, je suis un peu planté. Je me Y a pas de retire. Donc, souci. donc là, Sabine, je normalement, vous continue. pouvez reprendre la main parce que vous êtes organisatrice, donc il n'y a pas de souci. Là, est-ce que vous voyez mon PowerPoint là? Non, je pense que Thierry, il faut arrêter de partager l'écran. Parce que là, moi, je suis bloquée sur mon PowerPoint. Ok. Alors là, on n'a plus rien. Allez-y, Sabine, maintenant, projetez. Alors, attends, il faut que je revienne en arrière. Où est-ce que vous êtes? Comment je fais pour projeter? Il y a une petite icône en bas, partager l'écran, juste à côté de quitter la Ah, réunion. l'écran, voilà. Voilà, voilà. Partager. Ça y est? Vous m'avez retrouvé mon écran? Super. Maintenant, il faut juste le remettre en plein écran et on est bon. Ouais. Bon, pardon. Pas de souci. Là, c'est bon? Ouais, c'est bien. Bon, j'en étais là. Ça, vous l'avez vu, cette diapo là? C'est bon? Oui, on l'a vu, oui. OK. Donc là, c'était bien avoir à l'esprit que la valeur fertilisante, c'est la quantité d'azote minéral qui est présent dans le digestat ou tout type de produit. Ensuite, la deuxième composante, c'est donc la dynamique de minéralisation de l'azote organique. Et ça, c'est ce que je vous montre ici. Donc la minéralisation de cet azote organique, alors il y a plusieurs façons de l'appréhender. Donc minéralisation, ça veut dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps, hein, qui dépend de l'activité microbienne du sol qui va recevoir le digestat, et ça dépend des caractéristiques intrinsèques de la matière de l'azote organique du digestat. Donc on a pour le moment encore assez peu de données de suivi de minéralisation de l'azote organique des digestats au champ. Et donc, comme on n'a pas ces données au champ, on est obligé d'avoir recours à des études de laboratoire. Et donc, ce que je vous présente ici, c'est un bilan d'études au laboratoire. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des mélanges sol plus digestat qu'on place en incubation en conditions contrôlées pendant des durées variables. En général, c'est au moins 90 à 180 jours, hein, pour vous montrer le temps que ça prend de caractériser cet azote, cette dynamique de minéralisation. Et ça, c'est en conditions contrôlées de laboratoire. Ça veut dire qu'on cherche à favoriser l'activité biologique. Et ces études faites en laboratoire, ça représente 1 à 2 ans au champ. Donc, c'est pour essayer d'accélérer ce qui peut se passer au champ. Et donc là, dans cette figure, j'ai mis une valeur, enfin, j'ai fait la moyenne de tous ces résultats de dynamique de minéralisation. Donc, il y en a, je ne sais plus, voilà, on a fait des essais cinétiques de minéralisation pour 48 digestats de différentes origines variables. Donc, on a regardé le point final de ces cinétiques de minéralisation et j'ai regardé quelle proportion de l'azote organique cela représentait. Et donc, vous voyez que cette proportion d'azote organique minéralisé, elle peut être assez variable, mais vous voyez que ces chiffres, ces valeurs, elles sont très centrées autour de zéro. Donc, ça veut dire que la minéralisation de cet azote organique des digestats, elle va rester quand même assez faible l'année après apport du digestat. Et vous voyez que dans certains cas, on peut avoir une minéralisation qui est plus importante. Vous voyez que j'ai des points qui sont plus importants. Donc, on a un azote organique qui va se minéraliser. Puis, à l'inverse, j'ai des points qui sont négatifs où on va avoir ce qu'on appelle une immobilisation de l'azote. Donc, vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une faible minéralisation de cet azote organique, donc une faible disponibilité de l'azote organique, et qu'on a une assez forte variabilité entre les types de digestats, et que ce qui va conditionner le fait qu'on a une minéralisation qui va être positive ici là en vert ou négative en rouge, ça va être très fortement conditionné par le C sur N organique du digestat. Donc en particulier les digestats fibreux, très riches en fibres, à base de fumier ou de culture intermédiaire, ils peuvent provoquer un petit peu d'immobilisation de l'azote après apport. Alors ça, ce que je vous ai présenté précédemment, c'était donc des estimations
théorique, on va dire, de l'intérêt fertilisant des digestats. Maintenant, on peut aussi mesurer cette disponibilité de l'azote, cette valeur fertilisante de l'azote des digestats par des essais au champ. Et on réalise dans ces essais au champ, donc on compare des rendements et des exportations d'azote par des cultures qui sont fertilisées avec des engrais minéraux classiques à des cultures qui sont fertilisées avec des digestats. Et donc ensuite, on compare ces rendements exportation des cultures de ces deux cultures et on peut calculer ce qu'on appelle des coefficients équivalents engrais des digestats. Et ces coefficients équivalents engrais des digestats, en gros, c'est cette équation rouge que je vous ai écrite là, c'est que 100 kg d'azote du digestat est équivalent à ce coefficient kilo d'azote sous forme d'engrais. Et là, je vous présente deux exemples de résultats d'essais au champ qu'on a fait en Île-de-France. Donc, on a comparé des coefficients équivalents engrais de lisier de bovin à un digestat. C'était des digestats de biodéchets, ici sur blé et en dessous sur colza. Et on a aussi travaillé sur le coefficient équivalent engrais des urines humaines. Et vous voyez que ce digestat, il est en bleu ici, dans les deux essais, que ce soit sur blé ou sur colza, on a des coefficients équivalents engrais qui sont importants. Donc, vous voyez ici, dans le premier exemple, on a 100 kg d'azote de digestat est égal à 100 kg d'engrais minéral, à 60 kg d'engrais minéral, pardon. Et dans ce second essai, 100 kg d'azote de digestat est équivalent à 80 kg d'azote engrais. Donc, c'est vraiment des valeurs fertilisantes très importantes, très intéressantes. Encore une fois, cette valeur azotée, elle va varier en fonction du type de digestat. On a vu que en fonction des intrants, on avait des types de digestats différents. Maintenant, en fonction du type de digestat différent, on va avoir des valeurs fertilisantes différentes. Et ici, donc vous avez ces coefficients équivalents engrais de différents types de digestats. Ça sont bien des digestats issus de lisiers de porc, de mélanges territoriaux, de lisiers de bovins, de fumier de bovin. Et puis, sont des coefficients équivalents engrais issus d'un grand nombre d'essais qui avaient été menés par la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Donc, vous voyez qu'on retrouve cette variabilité de coefficients équivalents engrais avec des coefficients plus importants ici dans des digestats de type territoriaux, donc mélangés, ensuite des lisiers de porc, ensuite lisiers de bovin, ensuite fumier de bovin. Et un paramètre très important pour expliquer ce KEQ, vous voyez, c'est la proportion d'azote minéral dans le digestat brut. Et vous avez ici la relation entre le KEQ et la proportion de l'azote ammoniacal dans le digestat. Autre élément important pour expliquer la valeur fertilisante azotée, c'est le mode d'apport des digestats. Et ici, toujours des résultats de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, toujours des KEQ de digestats apportés avec un pendillard ou par injection. Et vous voyez que quand on apporte ce même digestat par injection, donc enfouissement dans le sol, on a des KEQ qui peuvent être très importants et même carrément presque équivalents à un engrais minéral. Alors que quand on apporte avec un pendillard, il y a une diminution de ce KEQ qui perd 40% de KEQ. Et là, ce qui explique cette différence d'efficacité, c'est la volatilisation de l'azote ammoniacal. Et j'en arrive au fait qu'il est très, très important de contrôler, de limiter cette perte d'azote par volatilisation ammoniacale. Et c'est ce qui est présenté dans cette diapositive. Effectivement, cette valeur, on a vu précédemment donc, que la valeur fertilisante azotée était liée à la teneur, très fortement liée à l'azote sous forme ammoniacale dans ces digestats, qui est en général très importante. Et donc, bien sûr, il faut limiter le plus possible cette perte d'azote par volatilisation. Alors, pourquoi? Alors, cet azote ammoniacal, il faut savoir que non seulement ça va nous faire perdre de la valeur fertilisante, mais en plus, c'est un contaminant de l'air très, très important. Donc, il faut vraiment limiter ces pertes par volatilisation. Et alors, pour limiter ces pertes par volatilisation, il y a plusieurs techniques. Il faut préférer l'enfouissement, ça c'est ce qu'on a vu ici, l'enfouissement
permet une meilleure valorisation de l'azote que le pandillard, que l'apport en surface. Ça, c'est parce que ça limite fortement la volatilisation. Donc, on préférait l'enfouissement. Ensuite, éviter les apports en conditions météo défavorables, donc quand il va faire chaud, quand il y a du vent. Donc, tout ça sont des conditions d'apport qui vont être très favorables à la volatilisation et donc très défavorables à la valeur fertilisante azotée. Ensuite, ce qu'on va observer aussi, et ça c'est ce qui est dans cette figure qui est sur cette diapositive, je vous présente des résultats d'un essai qu'on mène à Nouzilly, donc dans le Val-de-Loire, l'essai Méta-Méta, qu'on a conduit pendant 3 ans, enfin qu'on conduit encore d'ailleurs, où on compare différents systèmes de fertilisation de cultures, soit par de l'engrais minéral, soit par des effluents d'élevage, donc soit du lisier, soit du fumier, soit par uniquement des digestats bruts ou par ce même digestat, mais après séparation de phase, donc en apportant soit du digestat liquide, soit du digestat solide. Et dans cette figure, c'est le résumé c'est la totalité plutôt de l'azote qui a été volatilisé pendant 3 ans d'essai. Et pendant ces 3 ans, on a eu 5 apports d'engrais ou de digestat par pandillard ou par épandeur à engrais, et deux apports de digestat par épandeur à fumier pour les digestats solides. Et vous avez ici, donc là en rouge, vous avez la quantité totale d'azote apportée pendant les 3 ans de l'essai, donc qui a varié en fonction des systèmes de fertilisation. Et en figuré sur la figure, vous avez la quantité d'azote perdue par volatilisation. Donc, vous voyez qu'on a tendance à perdre plus d'azote avec les digestats qu'avec l'azote sous forme d'engrais et sous forme d'effluents d'élevage non méthanisés. Et puis, en hachuré, dernier détail dans cette figure, c'est ce qu'on a perdu pendant les périodes estivales, donc lors des apports d'été. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a un risque effectivement de perte par volatilisation. Mais vous voyez que quand on fait la séparation de phase liquide-solide, pour des quantités qui sont même supérieures d'azote apporté, on en a beaucoup moins perdu par volatilisation. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que le digestat liquide, il est moins sensible à la perte par volatilisation que le digestat brut, parce que le digestat liquide va pénétrer plus rapidement dans le sol. Et donc, ce qui est important pour la volatilisation, c'est le contact qu'on va avoir entre l'air et le digestat. Donc, plus vite le digestat est incorporé au sol, moins on aura de perte par volatilisation. Donc, une moins grande sensibilité du digestat liquide que du digestat brut qui s'infiltre plus vite. Ensuite, le digestat solide, il va être plus sensible à la volatilisation, mais en général, le digestat solide, il est moins riche en azote ammoniacal. Donc, on aura moins de pertes avec le digestat solide qu'avec le digestat brut. Et puis, autre élément de connaissance à avoir, c'est que la volatilisation, elle est beaucoup plus marquée en conditions de pH basique. Donc, elle va être plus marquée en sol calcaire. Donc, il faut être d'autant plus prudent quand on fait des épandages de digestat en sol calcaire parce que les risques de volatilisation sont encore plus importants en sol calcaire. Et puis, dernier élément pour illustration de cette importance de contrôler l'azote ammoniacal, cette fois-ci, sont des résultats de la Chambre d'agriculture Grand Est, où là, on était des apports, je crois que c'était des prairies, et en apport en bus-palette ou en pandillard. Et vous voyez les rendements de la prairie, beaucoup plus faibles avec apport en bus-palette par rapport au pandillard. Et ça, c'est directement lié à la volatilisation de l'azote ammoniacal. Alors, pour faire un petit bilan de ces coefficients équivalents engrais des digestats, donc, c'est résumé ici un résumé ici de différentes valeurs de KEQ collectées donc, à partir des données de la Chambre, régionale d'agriculture de Bretagne, de nos essais et de nos essais à Ecosys. Donc, vous voyez qu'en fonction du type de culture, du mode d'apport, on va avoir des valeurs de KEQ qui vont avoir des fourchettes variables. On a toujours des KEQ qui ont tendance à être importants, et quand les KEQ sont faibles,
c'est qu'on a eu des pertes par volatilisation. Donc vraiment, variabilité des KEQ, vraiment ce qui va impacter, c'est très fortement la perte par volatilisation. OK, donc voilà, on a terminé pour l'azote. On va passer maintenant au côté matière organique. Sabine, c'est Marion. Oui, Le oui. maître du temps m'indique qu'il reste 5 minutes pour tout finir, histoire qu'on tienne les délais avec un quart d'heure d'échange derrière. Donc je transmets. OK, je me dépêche encore plus Merci. alors. OK, alors valeur amendante, donc c'est la capacité des digestats à entretenir les stocks de matière organique dans les sols. Donc ça va dépendre de la quantité de carbone apportée et du degré de stabilité du carbone dans les digestats. Et ça, c'est je représente sur cette figure la stabilité, enfin ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce qui se passait avec la matière organique pendant la méthanisation, et ça c'est ce qui se passe quand on apporte le digestat au sol. Donc vous allez vous rappeler, hein, il nous restait un peu de matière organique biodégradable qui va continuer à se dégrader dans le sol, et puis ce qui va rester dans le sol ici, vous voyez qu'on a encore perdu un peu de matière organique biodégradable, ce qui est parti sous forme de CO2, et il reste dans le sol cette quantité de matière organique. Et si je calcule la quantité de matière organique restant dans le sol par rapport à ce que j'ai apporté avec le digestat, on aurait ici un coefficient, on parle de coefficient isohumique, K1, on aurait un coefficient isohumique de 80%. Donc ça, c'est la proportion de la matière organique des digestats qui va contribuer à alimenter la matière organique du sol. Alors, pour calculer ces coefficients isohumiques, normalement, il faut des essais au champ à long terme pour calculer ces coefficients. Ces essais au champ de long terme, ils n'existent pas. Donc, on a un indicateur disponible au laboratoire, qui est l'indicateur de stabilité de la matière organique que vous pouvez faire mesurer dans les laboratoires de routine. Et là, vous avez ces valeurs de coefficient d'ISMO, qui est donc un indicateur du coefficient isohumique, calculé sur 45 mesuré sur 45 digestats et comparé à d'autres types de matière organique. Et vous voyez que ces digestats ont une valeur intéressante, enfin un coefficient isohumique qui est centré autour, enfin une médiane à 63 avec une certaine variabilité de ces coefficients isohumiques. Et puis, comment utiliser ces coefficients isohumiques dans des dynamiques d'apport de ces digestats, avec un exemple ici où on compare différents types de matières organiques apportées, digestats bruts, issus d'effluents d'élevage, issus de biodéchets, un digestat territorial, un compost de déchets verts qui ont des teneurs en carbone variables. Et ici, j'ai calculé la quantité de carbone apportée pour 20 tonnes de ces matières. Donc, vous voyez que, en fonction des teneurs en carbone, on va avoir des quantités de carbone qui vont rentrer dans les sols, carbone total qui entre dans les sols variables. Ce carbone a des coefficients isohumiques variables. Donc, ça, c'est le carbone humifié qui va correspondre aux 20 tonnes, de produits apportés par hectare. Et si on fait des scénarios d'apport, donc vous voyez qu'on a différents scénarios d'apport, un sol sans apport témoin, un sol où on apporte du digestat brut 1 an sur 3, un compost 1 an sur 3, digestat solide 1 an sur 3 et digestat brut tous les ans. Et vous voyez qu'on a des dynamiques d'augmentation du carbone qui vont être variables en fonction de la stabilité du carbone et de la quantité de carbone rentrant dans le sol. Donc vous voyez que la matière organique la plus efficace, ça reste le compost du déchet vert. Mais vous voyez que ici, ce digestat solide 1 an sur 3, ça amène, et même ici le digestat brut tous les ans, vous voyez que ça a une certaine efficacité à alimenter et augmenter les stocks de matière organique dans les sols. Donc il y a un effet non négligeable de ces digestats pour augmenter la matière organique du sol. Alors j'en ai terminé pour la matière organique, donc juste quelques mots sur la vie du sol. Donc il y a eu pas mal de discussions ces derniers temps sur l'effet des digestats sur la vie du sol. Donc là, ce sont des résultats sur la faune du sol, donc sur des mesures des quantités de vers de terre. Donc vous voyez ici, ce sont des résultats dans un sol qui reçoit des engrais minéraux ou qui reçoit deux types de matières organiques, des lisiers de bovins ou des digestats issus de lisiers de bovins. Vous voyez, ça c'est après 3 années d'apport. Donc vous voyez que la première chose à retenir, c'est que quelle que soit la matière organique qu'on apporte, on a une augmentation de la population de vers de terre dans les sols. Donc on a bien un effet matière organique, une augmentation
de cette population de vers de terre. Alors, ce qu'on observe parfois, c'est qu'il y a effectivement des remontées de vers de terre à la surface du sol immédiatement après apport de lisier ou de digestat. Alors ça, on a fait il y a une certaine toxicité de l'azote ammoniacal présent dans les digestats et il y a quelques vers de terre qui peuvent remonter à la surface. Et donc, on a calculé que ces vers de terre qui remontent à la surface, ça représente 1 à 2% en fait, de la population des vers présents dans les sols. Autre effet sur la biologie du sol, donc cette fois-ci sur la microflore du sol. Donc là encore, on a plutôt des résultats qui sont positifs avec une augmentation de l'activité biologique par rapport à des systèmes sans apport de matière organique. Il y a peu d'effets entre les apports. Il y a peu de différence en fait entre que les apports soient méthanisés ou non méthanisés. Il reste la question de l'effet à long terme de quantité plus ou moins importante de matière organique quand apportée avec le digestat ou d'une plus grande stabilité de la matière organique de ces digestats. Avec, là, vous savez sans doute tous qu'il y a actuellement des programmes importants qui démarrent sur justement cet effet sur la biologie du sol. Bon, juste un mot sur la compaction du sol. La compaction du sol, elle est comme pour les digestats ou comme pour les lisiers, en fait, il y aura un risque de compaction du sol si on apporte sur un sol humide avec des tonnes à lisier qui sont lourdes. Donc, il est plutôt conseillé d'apporter en sol sec, de faire de l'épandage sans tonnes avec des pneumatiques adaptés et de fractionner les apports pour limiter les risques de compaction du sol. Et donc, en conclusion, je vais rester peut-être sur cette diapositive. Donc, vous voyez qu'on a vu que l'ensemble de ces digestats a des apports, enfin des intérêts agronomiques variables en fonction du type de digestat. Et cette diapo, elle résume les intérêts de différents types de digestats comparés à d'autres types de matières organiques qu'on peut apporter au sol. Et encore une fois, on retrouve plus on est vers le vert foncé, plus l'élément est important. Donc, vous voyez que les digestats, ils vont apporter plus d'azote rapidement disponible et par contre, les fumiers et les composts, ils vont plus apporter du phosphore, de la potasse et du carbone humifié, donc plus de matière organique. Et voilà, ça je pense que je peux m'arrêter là parce que ça c'est vraiment un résumé de ce que je viens de dire. Donc place aux questions. Merci à tous. Super, merci beaucoup Sabine. Il y a eu pas mal de questions sur les micro-organismes du sol, du coup je vais essayer de les regrouper. Notamment de Marc Perronard d'Effeneux qui s'interroge sur la matière organique labile et son effet sur les micro-organismes du sol. Donc, est-ce qu'il y a des études qui existent et qui permettent d'affirmer que la méthanisation ne prive pas le sol de matière organique labile pour entretenir une vie du sol suffisamment intense? Et il enchaîne avec, pour une bonne minéralisation, quels sont les besoins en matière organique labile pour alimenter les micro-organismes du sol et favoriser la minéralisation? La minéralisation de l'azote, c'est ça, je suppose Minéralisation de l'azote, de la matière organique en général, donc carbone organique et azote organique, j'imagine. Alors, c'est ce que j'ai mis là. Ça reste la question à propos de digestat. Est-ce que le fait... Bon, alors déjà, peut-être je peux revenir en arrière sur les digestats ne sont pas dépourvus de matière organique biodégradable. Le procédé de méthanisation est jamais complètement terminé. Il y a toujours un petit peu de matière organique qui va être biodégradable. En plus, ce qui n'est pas biodégradable pendant la méthanisation, les restes biodégradables pendant... Là c'est un peu un résumé, c'est trop schématique cette figure. Cette matière organique non biodégradable pendant la méthanisation, elle est en fait biodégradable pendant dans les sols. Hein. Donc, j'aurais dû faire mon bordeaux là, diminuer un petit peu aussi. Donc, il y a quand même une certaine source de matière organique disponible pour les micro-organismes. Mais il n'empêche que c'est vrai que ça reste la question à laquelle il faut qu'on réponde. Est-ce que cette quand même plus faible quantité de matière organique entrant dans facilement biodégradable entrant dans les sols peut avoir des conséquences sur la biologie du sol?
Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas que les digestats qui sont importants, mais c'est l'ensemble des systèmes de culture qui reçoivent les digestats aussi. Maintenant, on cherche à développer les cultures intermédiaires aussi. Et donc, ces cultures intermédiaires, si elles sont favorisées, si la croissance est favorisée par l'apport de digestats, ça veut dire qu'on va avoir plus de carbone rentrant dans le sol via les systèmes racinaires de ces cultures intermédiaires. Donc, il faut vraiment faire le bilan non seulement des matières organiques qu'on apporte, mais de ce qui reste dans les sols en lien avec les cultures fertilisées par les digestats. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ça reste la question d'actualité à laquelle on est plusieurs à chercher à apporter des réponses à cette question. Voilà. Et pour ce qui concerne la minéralisation, alors on va parler de minéralisation d'azote. Il y a une diapo que je n'ai pas montrée, c'est cette augmentation de matière organique du sol. Elle s'accompagne aussi d'une augmentation de la minéralisation de l'azote associé à cette matière organique. Donc, l'augmentation de la matière organique du sol va être associée à une augmentation de la fourniture en azote par les sols associée à cette augmentation de matière organique. Super. Voilà. Merci beaucoup. Alors ensuite, nous avions des questions sur la volatilisation. Alors ça, c'est vraiment le truc très important et un problème majeur. Qu'est-ce que j'avais Question Alors, il y a des de... questions sur sol calcaire, là. Ouais, il y avait la question sur sol calcaire. Bon, on va commencer par celle-là, mais je vois qu'après, elle a été répondue par Cyril qui explique qu'en fait, le calcaire permet de... Enfin, justement, entraîne la volatilisation parce qu'il convertit l'ammonium en ammoniac qui se volatilise. Pour l'épandage, vaut-il mieux du liquide ou du solide? Question de François Cordonnier. Donc, c'est aussi un petit peu en lien Alors, avec les... pour l'épandage, c'est ce que c'est là. Le solide. Bon, déjà, peut-être, il y a quelque chose que je peux préciser là, dans ce temps de discussion, c'est que la volatilisation, c'est vraiment un processus physico-chimique. Donc, il n'y a pas du tout de biologie. Contrairement à toutes les autres transformations de l'azote, la volatilisation, c'est physico-chimique. Physico-chimique, donc c'est un phénomène d'interface. Donc, plus le digestat va rester à la surface du sol, plus il y a un risque de volatilisation. Et c'est physico-chimique, et donc il y a une histoire de pH, et le pH de transformation de l'azote ammonium en ammoniac, c'est plutôt des pH, ce passage à l'ammoniac et à la volatilisation, des pH basiques. Donc déjà le digestat intrinsèquement, il est plutôt à pH basique. Si en plus vous épandez sur un sol calcaire, donc à pH élevé, donc il y aura un risque d'autant plus important à avoir ces phénomènes de volatilisation. Alors, liquide ou solide? Alors, le digestat solide, il va rester à la surface du sol, donc a priori, il y aurait plus de risques de volatilisation, mais en général, les digestats solides sont moins riches en azote ammoniacal. Donc, du coup, il y a moins de volatilisation parce qu'il y a moins d'azote ammoniacal. Par contre, le digestat liquide, il va pénétrer plus rapidement dans le sol. Donc, si vous n'avez pas d'enfouisseur, donc ce digestat liquide, il y aura une perte plus faible par volatilisation. Et c'est la conséquence ici. Vous voyez que quand on a fait la séparation de phase, mon digestat solide, il restait à la surface du sol, mais il n'y avait plus d'azote minéral, donc il n'y avait pas de volatilisation. Et le digestat liquide, il pénétrait dans le sol, et donc au total, on a moins de volatilisation que quand on apporte un digestat brut. Très bien, c'était très clair. On reste sur cette diapo, question de Nicolas Bombard. Pourquoi est-ce que pour un engrais minéral, on a très peu de volatilisation alors que pour le coup, il n'y a que de l'azote minéral dedans? Alors oui, mais c'était de la solution azotée, donc déjà tout l'azote n'était pas sous forme ammoniacale. Et en plus, cet azote, il était c'était un azote liquide qui a pénétré, qui a imprégné le sol très très rapidement. Vous voyez que les volumes sont beaucoup plus faibles, donc ça pénètre le sol très rapidement. Ok. Question d'Audrey Lallemand. Est-ce que la volatilisation a été rapportée à un rendement de culture, par exemple dans cette étude-là? Alors ça, c'était l'exemple qui est ici, là. La volatilisation, c'est ça la question? C'était la volatilisation? Oui. J'ai mangé le début de la question. Est-ce que la volatilisation a été rapportée à un rendement de culture? Voilà, c'est l'exemple qui illustre cette diapositive. Vous voyez qu'en apportant le même produit avec deux instruments différents,
Donc en bus palette et en pendillard, donc avec plus de volatilisation. Quand l'apport est fait avec bus palette, vous voyez que ça diminue le rendement par rapport à un apport avec pendillard où on a eu moins de volatilisation. Donc voilà, donc l'azote est plus utilisé s'il n'est pas volatilisé. C'est un peu ce qu'on avait ici avec mes KEQ là. Le même produit apporté par injection, donc il est mieux valorisé, donc on a des rendements plus importants que quand il est apporté par pendillard, où on a déjà vu que c'était moins pire que le bus palette, mais c'est quand même moins bien que l'injection, donc on a une plus faible valorisation de l'azote. Très bien. Question de Mathieu Lalanne. Les essais au champ semblent faire abstraction de l'azote organique qui reste à minéraliser. Alors, je ne sais plus sur quelle planche ça portait. Peut-être celle d'avant. Ces essais-là, enfin dans ces... Oui, celle-là. Oui, par exemple, c'était... Oui. Est-ce En que... fait, là... Pardon. Enfin, vas-y, finis la question. Donc, j'ai essayé de le reformuler, mais en fait, voilà, est-ce que dans les essais en champ, on prend bien en compte aussi l'azote organique qui est ramené au sol et qui reste à minéraliser par les micro-organismes du sol? Oui, là c'est exprimé, c'est l'azote total, hein, c'est le KEQ, c'est bien, on prend en compte l'azote total apporté. Donc là c'est bien, quand on regarde l'exportation d'azote par les cultures, on rapporte cette exportation d'azote par rapport, et on le calcule par rapport à l'azote total apporté. Donc oui, l'azote organique a été pris en compte, mais comme je vous l'illustre dans cette diapo-là, l'azote organique, il est en fait assez lentement minéralisable et donc il profite assez peu à l'année, à la culture qui reçoit le digestat. Tout à fait. Alors ensuite, j'avais une question de Michel Dubromel, mais après, elle a été, il demandait pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de faire des études dans les champs. Donc juste après, il y a eu la présentation des études dans les champs. Toutefois, peut-être on peut revenir sur le fait que les essais en champ à long terme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire long terme. C'est sur combien d'années qu'il faut les mener? Parce que tu disais qu'il n'y avait pas d'essais en Oui, champ. alors il y a des essais qui ont démarré, les plus anciens maintenant, ils doivent avoir 5 ans à peu près. Là. Et en fait, pour voir un effet, c'était des digestats de lisier de porc, je crois, donc avec un effet matière organique assez faible. Mais c'est pour voir quelque chose sur, en tout cas, voir changer les teneurs en matière organique. Donc ça, je peux peut-être reprendre la planche où il y a de l'évolution de la matière organique. C'est celle-là, voilà. Donc, vous voyez que il faut un certain... Quand on prend, par exemple, Digesta brut ou Digesta... Voilà, vous voyez qu'il faut un certain nombre d'années pour voir changer quelque chose, changer les teneurs en matière organique. Donc, c'est pour ça qu'il faut du long terme pour pouvoir interpréter des changements visibles dans les caractéristiques du sol. Et ces effets long terme, c'est en général pas avant 5-10 ans. Très bien. Je vais prendre les dernières questions là sur le chat. En combien de temps l'ammonium et l'ammoniac peuvent-ils être transformés en nitrate dans le sol? En général, ça va assez vite. Hein, ça prend. Alors, des fortes concentrations en ammonium inhibent la nitrification, mais assez rapidement, comme les digestats ils sont apportés dans le sol, donc la quantité d'azote apportée est un peu diluée dans le sol dans lequel on a apporté. Donc, très rapidement, il y a la microflore nitrifiante du sol qui intervient et qui va nitrifier tout ça. Donc, c'est en quelques jours, tout l'azote est nitrifié. Est-ce qu'il y a un impact de la profondeur d'infiltration de l'ammonium pour que ce soit bien nitrifié ou pas? Alors, il faut qu'il y ait de la microflore nitrifiante présente. Donc, ça, en général, les premiers centimètres du sol, ou quand le sol est labouré, si le digestat est enfoui, cette microflore, elle est présente dans les 20 premiers centimètres du sol. Donc, en général, il n'y a pas le facteur limitant, ce n'est pas la microflore nitrifiante. Sauf si le sol est complètement engorgé, les conditions sont défavorables à la nitrification. Conditions de sol complètement engorgé, température très froide. Donc là, il peut y avoir un ralentissement d'activité de la microflore nitrifiante. Très bien, merci. Alors, une question, je crois, qui était dans la présentation. Est-ce qu'il est possible de savoir si épandre directement des fumiers ou lisiers est plus ou moins efficace que le digestat issu de ces matières?
crois que c'était la diapo, 2 diapos avant, je sais plus. Alors, efficace à propos d'azote ou propos Efficace. d'azote, c'était à la fin, je crois. Oui, à propos d'azote, oui. Je pense que ça doit être là. Voilà. Voilà, par exemple là, vous voyez que l'azote, bah, déjà il y a ça, oui. Là, on voit que l'azote rapidement disponible, il est plus élevé dans tous les digestats, enfin, sauf le solide, puisqu'il y a moins d'azote minéral, mais dans les digestats liquides et bruts, il y a plus d'azote facilement disponible. Donc ça, c'est une chose. Et après, vous voyez, il y avait mes essais avec les lisiers, là. Là, les KEQ des lisiers, vous voyez, étaient beaucoup plus faibles que le coefficient équivalent en grès des digestats. Super. Ça répond à la question de Guillaume Et Vivet. là, je n'ai Merci. pas de KEQ fumier, mais le KEQ fumier est en général assez faible aussi. Alors, une question de utilisateur. N'y a-t-il pas une contradiction à fertiliser les sipans? Alors, une contradiction. Ben, pourquoi une contradiction? Alors, il y a une contradiction parce que les sipans, c'est piège à nitrate, c'est ça, et que ces cultures, les premières sipans étaient faites pour absorber tout l'azote minéral qui restait dans les sols après la culture principale et pour éviter que cet azote soit lixivié pendant l'hiver. Donc c'est sûr qu'il faut que la fertilisation des sipans, enfin des cultures intermédiaires, soit associée d'une certitude que la culture intermédiaire va pousser et absorber l'azote qu'on apporte avec le digestat. Donc ça, je pense que c'est tous les travaux que mène actuellement Arvalis et d'autres collègues sur justement bien maîtriser ces cultures intermédiaires qui ne sont plus que pièges à nitrate, mais qui sont multi-services, comme on dit maintenant, hein, des SIMS, et donc qui vont permettre donc de produire de la biomasse parce que la culture intermédiaire va effectivement produire beaucoup plus de biomasse que la CIPAN classique. Et donc cette biomasse va pouvoir être prélevée, utilisée dans le méthaniseur pour faire du biogaz, puis du digestat qui va ensuite être utilisé pour fertiliser soit la culture principale, soit à nouveau les cultures intermédiaires suivantes. Donc c'est sûr que ça demande beaucoup de technicité hein, et de savoir-faire, parce qu'il ne faut absolument pas que l'azote minéral présent dans le sol juste avant la période de drainage soit importante, sinon on a des risques d'exhibition de nitrate. Super, merci beaucoup Sabine. Allez, la question de la fin, c'est un petit rappel des programmes qui ont démarré sur l'impact des digestats et sur la biologie des sols. Est-ce qu'on peut avoir leur nom et les échéances? Alors, je me souviens plus. Il y en a un qui s'appelle Métabiosol. Je ne sais pas, peut-être les deux s'appellent Métabiosol. Il y a ces deux programmes. Il y en a un qui est un programme CASDAR et le second qui est un programme ADEME dans le cadre de l'appel d'offres graines qui ont démarré là soit cet automne, soit le printemps prochain. Donc, ils sont en train de démarrer. Donc, il y a ces deux projets qui sont vraiment dédiés à l'activité biologique. Il y a aussi un programme Fertidige qui a pour objectif de finaliser les typologies de digestat comme ce que je vous ai présenté précédemment là, et qui comporte aussi un volet sur l'activité biologique, la faune des sols et les propriétés physiques des sols, la stabilité de la structure des sols. Donc ça aussi, c'est un programme graines qui démarre, qui est en train de démarrer. Donc les résultats seront dans les trois ans à venir. Il y a aussi pas mal de programmes qui démarrent sur les cultures intermédiaires, justement, les conséquences de l'introduction des cultures intermédiaires à vocation énergétique, les conséquences sur la dynamique, les flux de carbone et d'azote dans les sols. Donc là, il y a un programme graines qui démarre aussi actuellement. Il y a plusieurs thèses en cours sur ces cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et Super. les programmes biologiques, là, sont pilotés par Sophie Bourgetot de l'INRA de Dijon. Et Fertidige est piloté par Julie Jiménez de Narbonne.
Très bien, merci beaucoup Sabine. J'ai noté 3 autres questions dans le chat, mais je vais faire, c'est je vais te les envoyer par mail et puis quand on enverra le lien vers le webinaire, on mettra les réponses aux questions si tu les as. Merci à tous de vous être connectés. On est désolé pour le petit raté. Enfin, vous avez été les heureux 100 élus de ce webinaire qui ont pu y assister. Merci beaucoup Sabine pour la présentation rondement bien menée. Et puis merci à Patricia pour l'organisation. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Merci, au revoir à tous. Au revoir, à bientôt.